Je me souviens encore du bruit sec du grillage contre mes doigts. Le métal froid mordait ma peau pendant que je poussais la boîte à lunch à travers les mailles. Mes mains tremblaient. Pas de peur. De décision. De l'autre côté, il y avait ce garçon. Trop maigre. Trop pâle. Les lèvres fendillées. Les yeux vides comme si la vie s'en était déjà allée. Il m'a regardé comme on regarde un dernier espoir. Et à cet instant précis, sans comprendre pourquoi, j'ai su que si je refermais cette boîte, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Il a attrapé le sandwich comme si le monde allait s'effondrer s'il attendait une seconde de plus. Il a mangé trop vite. 4 bouchées. Puis il a pleuré. Pas discrètement. Pas doucement. Il pleurait comme quelqu'un qui n'a pas été vu depuis trop longtemps. Autour de nous, les autres enfants riaient, jouaient, criaient. Aucun adulte ne regardait. Et c'est là que cette pensée étrange m'a traversé. Parfois, être entouré de gens ne veut pas dire être vu. Et parfois, un seul regard peut sauver une vie. Ou la détruire. Je m'appelle Victoria. J'avais 9 ans. Et ce jour-là, j'ai donné mon seul repas à un garçon affamé derrière une clôture d'école. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce moment allait définir toute mon existence. En rentrant en classe, mon ventre criait famine. Mais mon cœur était étrangement calme. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti ça. Ce moment où on fait quelque chose de juste, même si ça fait mal. En psychologie, on parlerait des altruismes empathiques. Ce n'est pas une grande théorie compliquée. C'est simple. Quand tu ressens la douleur de l'autre comme si c'était la tienne, ton cerveau arrête de calculer le coût. Il agit. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le lendemain, je suis revenu. Puis le lendemain encore. Et encore. 6 mois. Tous les jours d'école. Même quand il faisait froid. Même quand j'avais faim. Même quand mes amis me regardaient comme si j'étais bizarre. Certaines chuchotaient. D'autres riaient. Une m'a dit, ce n'est pas ton problème. Elle avait raison. Ce n'était pas mon problème. Mais c'était un être humain. Et parfois, ce sont justement les choses qui ne sont pas notre problème, qui révèlent qui nous sommes vraiment. Je lui parlais pendant qu'il mangeait. Je lui demandais son prénom. Isaiah. Il parlait peu au début. Son corps était là, mais son esprit semblait toujours prêt à fuir. Aujourd'hui, je comprends mieux. Les psychologues appellent ça une réponse au traumatisme. Quand un enfant perd tout, son cerveau passe en mode survie. Il ne rêve plus. Il ne projette plus. Il attend juste que la douleur s'arrête. Avec le temps, il a commencé à me raconter des choses. Sa mère. Le silence après. Les nuits dehors. La faim qui rend fou. Et moi, je lui racontais l'école, ma grand-mère, les livres que j'aimais. Je voulais qu'il se souvienne qu'il existait autre chose que le froid et la peur. À la maison, on n'avait presque rien. Riz. Haricots. Oatmeal le matin. Mais ma grand-mère m'a vu préparer mon sac chaque jour. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste ajouté un peu plus de nourriture. Je crois que c'est là que j'ai compris une autre vérité simple. La pauvreté n'empêche pas la générosité. Parfois, elle l'amplifie. L'hiver est arrivé. Le vrai hiver de Chicago. Le genre qui coupe la peau. Isaiah n'avait pas de manteau. J'ai menti. Je lui ai donné le mien en disant que j'en avais un autre. Je n'en avais pas. J'ai tremblé pendant des semaines. J'ai attrapé une mauvaise toux. Mais lui, il a survécu. Et encore aujourd'hui, en y repensant, je me demande, combien de fois dans la vie confond le confort avec l'essentiel. Un jour, il n'est plus venu. Le grillage était vide. Mon cœur aussi. J'ai attendu. Encore. Puis j'ai compris. Avant de partir, je lui ai donné un ruban rouge de mes cheveux. J'en ai gardé la moitié. Je l'ai noué à son poignet. Ce n'était pas un grand geste. Juste un symbole. La preuve que quelqu'un, quelque part, se souviendrait de lui. Puis la vie a continué. Enfin, en apparence. Parce qu'en réalité, rien n'a jamais vraiment continué normalement après ça. En regardant en arrière maintenant, je réalise que ce n'était pas une histoire de sandwich. C'était une histoire de visibilité. Nous vivons dans un monde où des gens souffrent à quelques mètres de nous, derrière des clôtures invisibles. La plupart détournent le regard. Pas par méchanceté, mais à cause de ce que les psychologues appellent l'effet du témoin. Plus il y a de monde, moins on se sent responsable. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai brisé cet effet. Et lui aussi. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Ce petit acte, que je croyais minuscule, allait déclencher une chaîne d'événements que je n'aurais jamais pu imaginer. Parce que parfois, ce que tu crois être un simple geste, est en réalité le premier domino.
Mais attends. Et si je te disais que cette histoire ne parle pas vraiment de pauvreté, ni même de gentillesse, mais de promesses que le temps n'arrive pas à effacer? As-tu déjà aidé quelqu'un sans jamais savoir ce qu'il est devenu ensuite? Est-ce que quelqu'un t'a déjà tendu la main au moment où tu allais sombrer? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour rejoindre notre communauté. Et dis-moi aussi, je suis vraiment curieuse, d'où regardes-tu cette vidéo? Quel pays? Quelle ville? 22 ans ont passé. Et pourtant, certains souvenirs ne vieillissent jamais. Ils ne deviennent pas flous. Ils ne perdent pas leur poids. Ils attendent, tapis quelque part dans la poitrine, comme une vérité qui refuse de mourir. Ce soir-là, je suis entré dans ce centre communautaire sans savoir pourquoi mon cœur battait si fort. J'y travaillais depuis des années. Les réunions, les débats, les promesses de promoteurs, je connaissais la routine. J'avais appris à être prudente, à ne pas croire trop vite, à protéger ceux qui n'avaient déjà plus grand-chose. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Une tension dans l'air. Une sensation étrange, comme si le passé marchait à côté de moi. Quand il s'est levé pour parler, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Costume parfait. Voix calme. Assurance tranquille. Un homme qui avait réussi. Pourtant, dès qu'il a dit qu'il avait grandi près d'ici, une chaleur bizarre m'a traversé la poitrine. Mon cerveau me disait « impossible ». Mais mon corps, lui, savait déjà. En psychologie, on appelle ça la mémoire émotionnelle. Elle est plus rapide que la logique. Plus honnête aussi. Avant même que ton esprit comprenne, ton corps réagit. Et le mien réagissait. Je lui ai posé une question. Une vraie. Pas pour l'attaquer. Pour le tester. Parce que j'avais vu trop de belles paroles devenir des expulsions. Il m'a regardé. Longtemps. Et puis il m'a demandé mon nom. Quand j'ai dit Victoria, j'ai senti l'air changer. Son visage a pâli. Sa main a tremblé. Puis il a parlé du grillage. Du sandwich. Du garçon. Le monde s'est arrêté. Il y a des moments où le temps se plie. Où le passé et le présent se superposent. Où tu redeviens l'enfant que tu étais, en une seconde. J'ai senti ma gorge se serrer. Mes jambes faiblir. Et j'ai murmuré son prénom avant même de m'en rendre compte. Isaiah. Il a hoché la tête. Et dans ses yeux, j'ai revu le garçon affamé. Pas celui en costume. Celui derrière la clôture. La salle était pleine de monde, mais je n'entendais plus rien. Juste le bruit sourd de mon propre cœur. Ce genre de choc émotionnel a un nom aussi. On appelle ça une réactivation traumatique. Quand un souvenir enfoui revient avec toute sa charge intacte. Mais ce n'était pas douloureux. C'était bouleversant. Comme retrouver une partie de soi qu'on croyait perdue. Nous nous sommes retrouvés seuls dans un petit bureau. Et nous avons parlé. Ou plutôt, nous avons laissé sortir 22 années de silence. Il m'a dit qu'il m'avait cherché. Pendant des années. Que ce ruban rouge ne l'avait jamais quitté. Quand il l'a sorti de sa poche, usé, décoloré, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Certaines promesses ne sont pas faites avec des mots. Elles sont faites avec des actes. Et elles survivent au temps. Il m'a raconté sa vie. Le foyer. La rue. Les nuits froides. La faim encore. Puis les études. Le travail acharné. Les échecs. Les réussites. Et toujours cette question qui revenait. Est-ce que Victoria serait fière de moi? J'ai pleuré. Pas parce qu'il était devenu riche. Mais parce qu'il était devenu beau. C'est important de le dire. Notre société confond souvent réussite et valeur. Mais ce soir-là, j'ai compris que ce qui l'avait sauvé, ce n'était pas l'argent. C'était le fait qu'un jour, quelqu'un l'avait traité comme s'il comptait. En psychologie sociale, on parle de validation existentielle. Le simple fait d'être reconnu comme un être humain digne change la trajectoire d'une vie. Quand nous sommes retournés dans la salle, tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose. Isaiah a parlé avec une honnêteté brute. Il a dit la vérité. Qu'il avait été cet enfant invisible. Qu'il n'avait pas oublié. Que ce projet n'était pas une affaire. C'était une dette morale. Pas envers moi. Envers l'humanité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une communauté ne pas se méfier. Mais espérer. Après la réunion, quand tout le monde est parti, nous sommes restés là. Assis. Un peu maladroits. Un peu perdus. Comme deux enfants qui se retrouvent adultes sans mode d'emploi. Il m'a proposé son aide. Financière. Immédiate. J'ai refusé. Pas par fierté. Mais parce que je voulais être sûr d'une chose. Qu'il ne me voyait pas comme une dette à rembourser. Il a compris. Et ça m'a rassuré.
En rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond, le ruban autour de mon cou. Et je me posais une question simple, mais lourde. Et si un petit acte de bonté pouvait vraiment traverser 22 ans sans perdre sa force? Parce que si c'était vrai, alors tout ce qu'on croit petit ne l'est peut-être pas. As-tu déjà retrouvé quelqu'un de ton passé au moment où tu t'y attendais le moins? Crois-tu que les promesses silencieuses comptent autant que celles qu'on prononce? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Et dis-moi aussi, je suis curieuse, d'où regardes-tu cette vidéo? Quelle ville, quel pays? Les semaines suivantes ont glissé lentement, comme si la vie elle-même voulait nous laisser le temps de respirer. Rien n'était précipité. Rien n'était forcé. Et pourtant, tout semblait inévitable. Nous nous voyons souvent. Officiellement pour le travail. Officieusement parce que quelque chose nous tirait l'un vers l'autre sans bruit, sans promesse. Je l'observais. Dans les réunions. Dans les couloirs du centre. Avec les jeunes. Isaiah n'essayait pas d'impressionner. Il écoutait. Vraiment. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. L'argent peut ouvrir des portes, mais seule l'intelligence émotionnelle permet de rester dans la pièce. Il savait quand parler. Et surtout, quand se taire. Un jour, un adolescent est entré en colère dans mon bureau. Trop de refus. Trop de portes fermées. Il criait. Les autres reculaient. Isaiah est resté. Calme. Présent. Plus tard, il m'a dit, quand j'avais son âge, personne n'est resté. Ce moment m'a frappé. En psychologie, on parle de réponse réparatrice. Quand quelqu'un offre aujourd'hui ce qu'il n'a jamais reçu, ce n'est pas de la charité. C'est de la guérison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir Isaiah comme l'homme revenu du passé. Je l'ai vu comme un homme en train de transformer sa douleur en pont pour les autres. Le projet a pris forme. Des logements, des formations, des opportunités réelles. Pas des discours, pas des slogans. Et chaque fois qu'une décision devait être prise, Isaiah me regardait et demandait « Qu'est-ce qui est juste ?» Pas « Qu'est-ce qui est rentable ?» Juste. Je pense que nous avons tous connu quelqu'un qui avait le pouvoir d'aider, mais qui ne l'a pas fait. C'est pour ça que ce contraste me bouleversait. Parce que le pouvoir sans empathie détruit. Mais le pouvoir guidé par la mémoire de la souffrance peut réparer des générations entières. Un soir, après une longue journée, il m'a raccompagné. Il faisait froid. Sans un mot, il a posé son manteau sur mes épaules. J'ai souri malgré moi. 22 ans plus tôt, c'était l'inverse. Et j'ai senti quelque chose céder en moi. Une peur. Une barrière. Peut-être même une vieille promesse que je m'étais faite de ne plus espérer trop fort. Nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble. Il n'a rien demandé. Il n'a rien exigé. Il a juste dit « Je suis heureux de t'avoir retrouvé ». Et cette phrase, simple, a touché plus profondément que n'importe quelle déclaration. Plus tard, il m'a montré ce qu'il construisait vraiment. Pas seulement des bâtiments. Un programme pour les jeunes oubliés du système. Ceux qui tombent entre les chiffres. Ce qu'on appelle cas difficiles. En réalité, ce sont souvent des enfants en mode survie prolongée. Le cerveau n'apprend plus. Il se défend. Isaiah le savait. Parce qu'il l'avait vécu. Il m'a proposé de diriger ce programme. Pas comme un geste romantique. Comme un acte de confiance. Et là, j'ai eu peur. La vraie. Celle qui te murmure que tu n'es pas assez. Que c'est trop grand. Trop important. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens bien le ressentent. Parce qu'ils mesurent le poids de la responsabilité. J'ai dit oui quand même. Parce que parfois, dire oui, ce n'est pas être sûr. C'est être prêt à apprendre. Les résultats sont arrivés. Lentement. Puis clairement. Des jeunes logés. Des sourires prudents. Des projets. Rien de magique. Juste de la constance. Et à chaque victoire, même petite, je pensais à cette cour d'école. À ce grillage. À ce sandwich. Un soir, Isaiah m'a emmené à cet endroit précis. Le banc. Les lumières de la ville. Il m'a montré qui il avait été après ma disparition. Seul. Perdu. Accroché à un ruban comme à une boussole. Et j'ai compris une vérité qui m'a presque coupé le souffle. On ne sait jamais quand on devient le point d'ancrage de quelqu'un d'autre. Quand il m'a parlé d'amour, je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je ne ressentais rien. Mais parce que je voulais être honnête. L'amour réel n'efface pas le passé. Il l'intègre. Il le respecte. Je lui ai dit que je voulais construire, pas rattraper le temps perdu. Il a accepté. Sans pression. Sans drame. C'est là que j'ai su. Aujourd'hui,
Quand je regarde en arrière, je ne vois pas une histoire de conte de fées. Je vois une démonstration simple de psychologie humaine. Quand un enfant est vu, il survit. Quand il est soutenu, il grandit. Et quand il se souvient, il transmet. Cette histoire n'est pas celle d'un homme riche. C'est celle d'un monde qui aurait pu perdre quelqu'un, et qui ne l'a pas fait grâce à un geste ordinaire. Alors je te pose cette question, sincèrement, qui a été ton ruban rouge? Et pour qui pourrais-tu l'être aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour faire partie de cette communauté qui croit que les petits actes comptent. Et dis-moi aussi, je veux vraiment savoir, d'où regardes-tu cette vidéo? Quelle ville? Quel pays?